Salut, coucou. on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Laureline. Encore, on commence à en avoir un petit peu marre, mais bon, on supporte quand même. c'est ça, on fait des efforts. On se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va aborder un sujet que j'aborde finalement très peu, que j'aime beaucoup mais que j'aborde finalement très peu. Il s'agit du cas des shonen. Je te laisse présenter notre concept. Donc on s'est dit qu'on allait faire une tier list des shonen, donc pas n'importe lesquels, pas thématiques, juste des shonen qu'on avait lus et dont on avait suffisamment de matière pour parler un petit peu, donc à la fois des choses très populaires, vous allez retrouver des Demon Slayer, l'attaque des titans et des choses un peu plus de niche entre guillemets, mais voilà, donc c'est pas une liste qui a pour but d'être exhaustive, donc n'allez pas vous plaindre parce qu'il n'y a pas votre shonen préféré. Et n'allez pas vous plaindre non plus de ce qu'on va en dire parce que c'est nos ressentis personnels et on trouvait ça intéressant en tant que maintenant l'actrice majoritaire de shoujo, lapsus, de revenir un peu sur notre parcours de lectrice, un peu les shonen qui nous ont marqués et ceux qui sortent toujours en ce moment, qui font plus de ventes quoi. Et puis aussi se rendre compte que certes on lit beaucoup de shoujo, mais c'est aussi une catégorie qu'on aime beaucoup, qui nous a marqué et qui est importante pour nous, dont on a envie de parler quoi. Et une chose c'est que on s'est rendu compte en faisant la sélection des titres, c'est que certains pans du shonen avaient été complètement éclipsés de nos choix de lecture, notamment les shonen de romance qui ont été franchement on les a esquivés durant des années. Donc voilà, il y aura certains pans qui seront carrément pas représentés, mais oui, il y en aura quelques-uns, peut-être qu'on reviendra sur la thématique et pourquoi on n'en a pas trop lu. C'est ça, et c'est surtout que c'est nos lectures, dans l'idée on a essayé de prendre des choses qu'on a en commun et où on a des choses à dire, donc voilà, c'est parti. Alors, on a environ 25 titres. Et donc voilà, c'est parti. C'est parti. Donc par quoi on commence? Bon déjà, dans l'ordre. Dans l'ordre et notre échelle, on part quand même de Yumi Tamura-Tier. Oui effectivement, pour marquer la qualité, quoi de mieux que parler de Yumi Tamura finalement. Tout à fait. Jusqu'au Berk et entre deux vous verrez voilà. Vous verrez voilà, donc prétendant au trône, bien pour du shonen, mais et Berk, voilà. Donc on commence avec Arslan. Alors ça pour le coup, on commence avec plutôt un monologue personnel pour toi. Tout à fait. Puisque moi j'ai vu l'animé il y a longtemps, j'ai franchement adoré à l'époque, mais en fait j'ai tellement entendu de retours négatifs et j'étais tellement jeune que je me suis demandé si j'avais halluciné et si c'était moi qui avais des goûts nuls, parce que tout le monde disait que c'était pas exceptionnel et tout, et du coup j'ai pas osé me faire un avis à ce moment-là de mon adolescence puisque j'étais très influençable et il faudrait donc que je m'y réintéresse. Sur mon impulsion notamment, parce qu'il s'avère que j'avais un peu cette image négative là sans même avoir vu l'animé, et il y a pas très longtemps je me suis lancée dans le manga et alors ça a été un coup de cœur mais incroyable parce que c'est vraiment une œuvre qui a une qualité folle. Donc effectivement ce n'est pas donc Hiro Murakawa qui est la mangaka de Fullmetal Alchemist au scénario, mais c'est un scénariste qui a écrit notamment Les Gardiens de la Galaxie ou un truc comme ça, je sais plus, Le Héros de la Galaxie. Pardon, c'est pareil. Donc c'est quand même un scénariste qui est réputé au Japon, qui a une grande carrière et qui écrit un peu l'équivalent du Game of Thrones japonais. Donc c'est une espèce de saga de fantasy à la fois un peu historique parce qu'il y a plein de références à la vraie histoire, donc avec les croisés, les Perses, etc. Et à la fois un peu de la magie et de la fantasy, même si c'est assez léger. Donc pour moi ça a été un immense coup de cœur, c'est vraiment une œuvre qui a des qualités incroyables, indéniables, et je ne comprends pas qu'il soit pas plus mis en avant, qu'il soit aussi avec une aussi mauvaise réputation, quoi. Je ne comprends pas. Je sais pas, alors peut-être que ça vient de l'animé qui est aussi des attentes des lecteurs de FMA qui. Enfin, tu vois, un mélange. Un mélange, c'est vrai que l'animé. Trop d'attentes, un animé un peu moins bon. Je sais pas, très médiocre. Très médiocre. Saison 2. La saison 1 ça va, mais la saison 2, parce que j'ai regardé pour comprendre. Du coup, j'ai regardé que la saison 1, donc voilà, mais effectivement, peut-être un animé un manga en général qui mériterait. Donc, moi, je le mettrais dans Prétendant au trône, et alors pourquoi je le mets pas dans Yumi Tamura-Tier alors que j'ai eu un coup de cœur aussi énorme, parce que c'est vrai qu'au niveau des personnages féminins, alors Hiro Murakawa elle a dû faire avec le matériel de base, hein, mais il y a des choses qui sont, quand on lit maintenant, qu'on se dit oula mais qu'est-ce qu'elle nous a fait là au niveau de la représentation, et puis c'est vrai qu'elles sont majoritairement au second plan, qu'il n'y en a pas beaucoup, puis qu'il y a des moments où le rythme peut-être se casse un peu, ou des choses assez légères alors qu'on aimerait avoir un récit plus dense, etc. Donc c'est pas non plus divin, mais honnêtement, Prétendant au trône, pour moi ça le mérite amplement. J'approuve.
Ensuite, l'attaque des titans. Effectivement, ça c'est un gros dossier. Je suis sûre que tu étais extrêmement fan. J'étais extrêmement fan Ever, tout à fait. C'est mes années collège, notamment 4ème, 3ème. Collège? Ouais, j'ai commencé jeune, ouais. Ah ouais, d'accord, parce que je sais pas, je trouve que c'est quand même. Oui, c'est un peu dur, mais hardcore. Mais ma cousine qui avait 7 ans de plus que moi, qui avait tous les tomes, en sortie à ce moment-là évidemment, parce que c'était en cours, et j'avais tout lu, j'avais adoré, j'étais amoureuse de Levi, hein, comme beaucoup de gens, vraiment très cliché. Et puis il y a eu cette espèce de, je sais pas si on va appeler ça une descente aux enfers, parce que c'est pas à ce stade-là, mais j'ai vraiment décroché à partir d'un certain point dans l'histoire. Et il y a beaucoup de choses dans la conclusion, dans les idéaux véhiculés, dans le développement des thématiques de base qui m'ont pas du tout convaincue. Je vous renvoie à la série de vidéos d'analyse de Dr Pralinus, qu'on mettra je pense en description. Ouais. Je pense pas que tu les aies vus parce que tu n'étais pas forcément dedans à la date du temps, mais c'est vraiment très très pertinent ce qu'il a. Comme la plupart de ses vidéos. Oui, donc je vous conseille d'aller voir. Et donc pour toutes ces raisons, moi je le mettrais soit dans Bien pour du shonen, soit dans Mai. Ah, je te trouve super dur. Ouais. Je te trouve vraiment dur parce que pour le coup, moi tu vois, c'est un récit qui je trouve a quand même apporté un vent frais sur le shonen, oui, a apporté pas mal de choses, un animé de qualité. Ouais, non, c'est vrai. Et quand même, moi je sais pas, en fait je crois qu'on va commencer à partir sur les catégories à vouloir en rajouter. Mais en fait je te trouve dur pour bien pour du shonen, tu vois. Alors Prétendant au trône. Bon, après on peut les changer en cours de route hein, si on voit que... en fait moi déjà pour ma lecture personnelle c'est un titre que j'ai vraiment adoré mais plus tard tu vois, en fait j'ai découvert avec l'animé donc je sais plus si j'étais au lycée ou à la fac mais j'étais un petit peu plus jeune. J'avoue que j'ai pas tout suivi parce que je me suis arrêtée à un certain stade mais franchement j'ai trouvé que c'est vraiment le récit un peu finalement proche de ce que fait Yumi Tamura, à savoir le truc où t'es complètement happé et t'as envie de savoir la suite et t'as un univers mystérieux et t'es complètement captivé par cette histoire et je trouve que c'est quand même une qualité hyper importante. Après je te rejoins sur certains défauts mais je trouve quand même que c'est solide quoi, je te trouve un peu dur. Je suis très dure, j'admets, donc tes arguments sont voilà, j'accepte, on va le mettre dans Prétendant au trône. C'est vrai qu'il manquait peu pour que ça soit vraiment une fresque excellente de bout en bout. Merci, corrigeons cette erreur dramatique. C'est bon, les fans de Shingeki no Kyojin, rangez-vous là pour vous défendre. Moi c'est bon, j'ai rendu la sortie. Supprimez ce commentaire haineux. Donc passons à Bakuman. Alors Bakuman, moi pour le coup je l'ai pas lu. Pareil, en fait j'ai eu une très grande phase animée. En fait j'ai lu quelques mangas et en fait durant mon collège-lycée j'ai vraiment plongé dans l'animation et en fait il y a beaucoup de shonen que j'ai un peu lu mais surtout vu. Et donc Bakuman c'est vraiment le shonen que j'ai visionné de bout en bout et j'avoue que j'avais voulu me les procurer mais comme tu m'avais dit quand même que l'histoire de l'animé était une adaptation finalement assez fidèle. J'ai regardé les 3 saisons. C'est ça, qui n'apportait pas grand chose en plus mais qui avait le mérite d'être très fidèle. J'avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Bakuman, moi c'est un récit que j'avais adoré à l'époque. Moi aussi. Vraiment, en plus, encore une fois, c'était quand même un titre assez novateur. Je veux dire, faire un manga qui parle du manga et voilà, c'était quand même plutôt de façon originale, mais pas justement les mangakas torturés ou quand on va dans des sites éditoriales beaucoup plus de niche ou quoi. Et puis je pense que pour nous en tant qu'occidentaux, ça avait encore une valeur ajoutée parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'était pas du tout familier. Donc finalement apprendre comment fonctionnait une maison d'édition, le travail d'auteur, c'est vrai que moi ça a été vraiment et je pense très important quelque part dans mon parcours de lectrice, vous avez compris, parce qu'en fait, ça m'a fait découvrir concrètement le genre en fait auquel je m'intéressais sous un autre angle en fait que je ne voyais pas du tout puisque j'achetais juste mes mangas bêtement à la librairie du coin sans jamais vraiment me poser la question du système de publication. Donc c'est quand même important je pense tout à fait à ce niveau là. Et même si c'est plutôt lisse dans son propos, il y a quand même des petits tacles entre guillemets par rapport à leur expérience personnelle. Donc c'est quand même les mangakas de Death Note qui ont été un peu poussés à prolonger leur récit, donc justement sur un peu les vices du système de prépublication japonais, cette espèce de course au vote, à la popularité, à faire des cliffhangers toutes les semaines. Donc on reste dans un schéma très
publication hebdomadaire, ce qui il n'y a pas forcément les mêmes enjeux pour l'hebdomadaire ou pour le mensuel ou trimestriel, je ne sais pas si ça existe, en bref. Donc voilà, on ne dit pas que ça révolutionne non plus le système littéraire japonais, mais je trouvais que il y avait quand même un propos et les personnages aussi présentés étaient hyper attachants. Sauf les personnages féminins, encore une fois, et cette critique elle va revenir beaucoup, mais c'est vrai que c'est des lacunes qui sont récurrentes et qui sont pas, je pense, dues uniquement aux auteurs, qui sont quand même majoritairement des hommes, je pense dans la liste même s'il y a quelques femmes. C'est aussi, je pense, dû aux éditeurs qui poussaient les auteurs à écrire des personnages féminins stéréotypés pour plaire à un lectorat masculin stéréotypé. Donc voilà, on jette pas la pierre uniquement sur les mangaka qui sont nuls pour écrire des personnages féminins, c'est pas juste ça. C'est aussi dans un contexte d'une époque, enfin, je veux dire, aujourd'hui peut-être que les choses ont un peu avancé, on verra avec d'autres titres, mais il n'empêche qu'à l'époque, moi quand je le lisais, ça me paraissait totalement normal en fait. Totalement normal qu'une héroïne qui soit totalement effacée, l'autre qui ne fasse que la cuisine et le ménage, et en fait d'autres objectifs. C'est maintenant avec du recul, post-MeToo, etc. que j'ai un regard différent, mais en fait à l'époque... ça me choquait pas plus que ça. Puis à l'époque, c'est triste à dire, mais tant qu'on avait en tout cas, tant que j'avais des personnages masculins dans lesquels je m'identifiais, que je trouvais géniaux, mais j'en avais rien à faire qu'il y ait 3 personnages féminins nuls parce que je les supprimais en fait de mon. Oui, moi aussi. De mon champ de vision du manga, et puis. De toute façon, j'avais tellement de mépris pour la romance que même l'histoire d'un love interest entre les personnages, je m'en fichais, donc non, c'est sûr. Moi je mettrais, ça me fait un peu mal, mais je le mettrais dans bien pour du shonen parce que je trouve pas qu'il est finalement il a été important pour moi, mais je trouve pas que ce soit un récit vraiment marquant ou que je conseillerais forcément. Enfin tu vois, c'est je suis d'accord. Ouais, non, ça me fait un peu triste, mais c'est une réalité. Oh, on a oublié Blue Exorcist. Et tu l'as pas vraiment lu ni vu, non? Si. Ah ouais? J'ai vu une partie. Ouais, mais l'anime. Ouais, mais tu pouvais en parler aussi. C'est vrai, je peux en parler. On verra après, on fera peut-être une suite. Beastars. Ah, ça c'est cool. Ouais, alors Beastars c'est très très bien, hein. Je pense qu'on va pas non plus y aller par quatre chemins. Moi j'ai trouvé ça brillant, ça a été ce que j'appelle les néo-shonen ou néo-neketsu, c'est-à-dire ces shonen qui sont arrivés pour une génération qui est après la mienne. J'ai pas grandi avec, j'étais déjà plutôt âgée, j'avais déjà plus de 20 ans, grosso modo. Et je trouve que c'est un des seuls, et on va revenir sur d'autres, qui moi je trouve vraiment solide, dans lequel je me suis impliquée émotionnellement, que j'ai lu d'une traite, que j'ai trouvé brillant, etc. Donc ouais, moi je trouve que Beastars c'est déjà un univers assez unique, un style graphique sympa, des personnages plutôt finement développés, et pour le coup tous. Moi j'aime beaucoup, je sais plus son nom, Haru, la lapine, que je trouve hyper intéressante, et même tu vois la louve au départ quand je l'ai vue arriver je me suis dit oula, et en fait j'ai après en fait j'ai pas fini ma lecture de Beastars parce qu'en fait Laureline m'a dit que la fin était moins bien, et en fait inconsciemment j'ai peur de la lire la fin. Surtout qu'en soi c'était bien, c'est juste que j'avais des attentes qui étaient énormes, parce que le récit, je sens spoiler, le récit est segmenté en 3 grands arcs. Et en fait pour moi il y avait vraiment une progression, une augmentation de qualité entre le premier et le deuxième, et je me suis dit le 3 ça va être l'apothéose, et je trouvais que il manquait un tout petit peu pour aller jusqu'au bout, d'apporter une réflexion vraiment, de quelque chose d'hyper fort et intense et de presque révolutionnaire, et avoir vraiment voilà, quelque chose de presque philosophique. Il manquait ce petit truc là pour avoir le rang chef-d'œuvre quoi. Ouais. Mais ça reste excellent. C'est ça. Moi je le mettrais franchement Yumi Tamura-Tier, parce que c'est quelque chose que c'est vraiment une de mes très très bonnes lectures shonen, récentes en plus, donc c'est-à-dire avec mon regard d'adulte, tout à fait, qui a plus d'attentes, qui a un parcours de lectrice plutôt dense et des attentes bien précises quoi finalement. Ensuite parlons du cas Bleach. Alors, Bleach, moi c'est un manga et un animé, en fait j'ai vraiment adoré. Je pense que dans les shonen populaires, c'est un de ceux qui à l'époque m'avait vraiment impacté, et notamment dans l'animé à cause de la musique. Vraiment j'ai des souvenirs de la musique qui me... Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment beaucoup impacté. J'ai beaucoup aimé ce manga, et je pense en partie parce que quand même il y a un personnage féminin assez important finalement, et plutôt bien développé, et je pense qu'inconsciemment... Jusqu'à un certain point. Oui, voilà, on est d'accord là-dessus, mais on parlera de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, au début, quand t'es une adolescente et que tu te trouves avec un titre
où t'as un personnage qui est quasiment l'égal du personnage principal genre même au-dessus, parce qu'en fait c'est elle qui lui donne ses pouvoirs, donc oui, c'est ça, très d'ascendant. Mais bon, il y a quand même, tu vois, en termes de présence et d'impact, elle est quand même plus ou moins légale. Et ben purée, quand même, c'était vraiment chouette pour l'époque. J'avais vraiment aimé l'univers, en plus Shinigami machin, c'était vraiment ma Dark Sasuke hero, donc j'étais ravie quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé l'univers vraiment unique, sympa, les combats prenants, enfin je veux dire, j'ai quand même acheté le katana d'Ulquiorra. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour les dossiers d'adolescence de Chloé, voilà. Donc finalement, je suis... voilà. Rien de plus à dire. Après, non, attends, il y a quand même à dire là, on s'arrête. Non, je sais pas. Continue. Le problème, c'est quand même la deuxième partie de l'œuvre. Ah oui, bah moi je me suis arrêtée avant. Donc... pour moi, elle n'existe pas en fait. mais du coup, tu vois, ça ne veut pas dire que c'est très bien. Enfin, je veux dire, quand on regarde dans l'ensemble, non. En fait, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, ça ne va pas du tout dans Yomita Murachia. Surtout, en plus, j'ai pas eu de relecture récente pour le coup, et j'ai quand même un peu peur du traitement des personnages féminins, notamment de la rousse, là, Orihime, je crois que c'est, qui elle, je pense, c'est un des plus grands pots de fleurs. Ouais, malheureusement, alors qu'elle avait du potentiel, elle aurait pu vraiment servir de faire partie de l'équipe en fait, parce que ses pouvoirs sont vraiment utiles dans le cadre de combat. Ouais, mais ça fait un peu Winx, tu vois, genre, on lui a vraiment donné un petite fée, ça, tu vois. Bon, c'est quand même une fille, c'est le love interest, donc bon, faut qu'elle soit un peu mignonne, quoi. Donc pour moi, ça peut pas être tout en haut de l'échelle pour tous ces aspects-là. Mais vraiment, j'ai vraiment un attachement particulier et prétendant au trône, quoi. Ah, pas bien pour du shonen. Ouais, t'as raison quand même. Non, mais c'est parce que c'est mon attachement personnel qui me ferait mettre un prétendant au trône. T'as raison, c'est vraiment excellent, mais que sur les premiers tomes, et la démonolate finalement elle est assez rapide. Non, mais laisse-moi, je suis un peu dans le déni, mais je crois que t'as raison. Ça me fait mal de lui mettre au niveau quand même des deux autres qui avaient une. Ouais, non, t'as raison. Après, ça reste très bien, hein. Bakuman, je te rappelle qu'on a énormément aimé donc. Ouais, non, c'est vrai. Non, t'as raison. Alors là, vous allez passer à la discorde historique entre nous, c'est-à-dire Blue Flag. Que moi j'ai adoré, voilà, je dis que lis-le, je pleure en le lisant, c'est merveilleux, nanana. Donc là, bon, les attentes, tout ça, et puis Chloé le lit, elle me fait. Bah en fait, non, moi le problème c'est que déjà, c'est vraiment, j'ai mis du temps à me mettre dedans parce que j'entendais tellement de retours extrêmement positifs sur ce titre que j'avais peur en fait d'être déçue vis-à-vis des attentes immenses que j'avais. Et en fait, mon gros problème avec Blue Flag, c'est que je me suis fait chier. Non mais c'est vrai. Non mais en fait c'est très très bavard et il y a vraiment... Et en fait je pense vraiment que j'aurais lu ça ado, ça aurait été génial. Mais en fait à mon âge, entendre des... à mon grand âge, entendre des... Je trouve ça très... En fait je reconnais sincèrement les qualités. C'est un titre que je pense qu'il serait important d'avoir dans tous les CDI de France quoi. Et je pense que ça peut être un récit hyper important pour un ado qui réfléchit justement à toutes ces questions que Blue Flag aborde. Mais finalement, moi, ça m'a pas parlé en fait, parce que c'est des réflexions que j'ai eues à un moment de ma vie, mais en fait, voilà quoi, j'avais juste, en fait, je trouvais que c'était un peu râler pas crête, c'est-à-dire que c'est des réflexions que j'ai eues, mais qui allaient pas plus loin. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée vers des questions d'homosexualité, d'amour, de relations avec les autres. Et en fait moi je recherche plus des portes d'entrée, je recherche des questionnements un peu plus aboutis, et c'est pour ça que je m'y suis pas retrouvée. Et du coup ça a été une grosse déception pour moi parce que j'en attendais tellement, mais vraiment pour moi c'est c'est un très bon titre, c'est juste une déception personnelle, voilà, mais ça reste un très très bon titre. Et moi je pense que ce manque de profondeur m'a pas tant dérangé que ça, parce qu'en fait je me suis tellement retrouvée, je me suis tellement projetée, j'ai vu en fait des discussions, j'ai lu des discussions que j'ai eues à l'âge qu'avaient les personnages, j'ai trouvé cette espèce de fougue de la jeunesse, mais en même temps de difficulté à s'exprimer parfois, ou au contraire de moments où ça explose, t'as une espèce de logorée verbale, il faut que ça sorte, et c'est vraiment tout le groupe d'amis qui forment, ont vraiment tous touché à leur façon. Je sais aussi, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, excuse-moi je te coupe, c'est le personnage... la brune là. Oui, je vois. Oh là. Ah vraiment, puis alors la fin que tu m'as spoilé, que j'ai pas lu, et qui m'a choquée, déçue. Vraiment. On ne spoilera pas ici, mais non mais.
Il y a quand même, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu une douce amertume aussi qui me plaît. Il y avait des personnages qui justement étaient immatures mais qui étaient bien décrits dans leur immaturité. Bref. Passons à la notation. Moi j'ai envie de le mettre dans Prétendant au trône parce que je trouve qu'il est révolutionnaire par rapport aux autres shonen de romance, parce que justement voilà, ça c'est un des représentants des shonen slice of life et de romance. Il faut savoir que moi j'avais quand même testé à l'époque Nisekoi et des trucs comme Negima, comme To Love Rule, donc il y a aussi du fantastique mais c'est quand même pas le centre du récit non plus. C'était pas possible, genre vraiment je me trouve, voilà, pour plein de raisons et je vais pas vous les réévoquer ici, mais je ressentais vraiment aucun intérêt pour moi à lire ça. Non mais pour moi c'est Prétendant au trône, c'est juste que c'est juste que je ne me suis pas retrouvée personnellement dans ce titre, mais c'est très très bien et voilà, non, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, c'est un très bon titre, c'est un titre à recommander aux adolescents et qui est hyper intéressant, mais juste voilà quoi, ça m'a pas parlé, mais je reconnais vraiment ses qualités quoi. Je vois le manga qui va être abordé là, Civilization Blaster aka Zetsuen no Tempest. Alors moi c'est vraiment un titre que j'ai adoré, mais parce que en fait je trouve ça un peu émo, tu vois. On a une phase émo. Non mais toujours que je veux dire, c'est un peu dramatique, théâtral. C'est très théâtral. Et moi je suis très. En plus oui, il y a plein de références. Il y a plein de références à Shakespeare, avec notamment 2 pièces de théâtre et surtout La Tempête, donc le titre Zetsuen no Tempest. Et en fait j'avais trop aimé. Mais alors par contre moi pour le coup je l'ai pas lu. J'ai vraiment vu l'animé et adoré, mais. J'ai vu et lu et les deux se suivent et l'OST de l'animé est très bien, donc il n'y a pas de problème. Bah franchement, et ça pour le coup c'est un shonen qui n'est pas souvent évoqué. Jamais parlé. Voilà, alors que pour moi ça fait partie du meilleur que j'ai lu à la fois donc à l'époque et même maintenant. Tu l'as relu quand? Je l'ai relu il y a pas si longtemps, genre au début de ma licence, quelque chose comme ça. Bon, ça commence à faire il y a à peu près 5 ans, mais oui, c'est quand même des souvenirs assez frais. Voilà. Et non, franchement, c'était à la fois original. Il y avait 2 personnages féminins qui faisaient partie des personnages principaux, et même plusieurs qui gravitent autour. Mais non, vraiment, c'était. En plus, il y avait des enjeux de fin du monde sans que ça soit trop. Comment dire, c'était pas sauver le monde, il y avait des choses qui étaient plus subtiles, je trouvais, au niveau de la façon dont c'était présenté, tout en étant hyper original. Et puis il y a quand même un plot twist qui est, en tout cas au début, qui est amené, moi m'avait beaucoup surpris à l'époque. Il y a des références littéraires qui sont plutôt un peu, bon forcément ça tombe, c'est pas hyper abouti, mais n'empêche que à l'époque, beaucoup ailleurs. Les personnages sont attachants. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a que des côtés positifs. Alors, évidemment, il y a un peu les travers du genre, il y a des bagarres, il y a de la magie, un peu peut-être qui casse le côté hyper psychologique, hyper. Je sais pas si ça termine, si la fin est satisfaisante, parce que moi j'ai quand même l'impression que le début m'a beaucoup impacté, mais que la fin est peut-être un peu moins. La fin, ce qui est bien, classique peut-être. Oui, en fait, au bout d'un moment, l'histoire est un peu dans des rails, et donc du coup, il n'y a plus le côté waouh, il n'y a plus le côté cliffhanger. Mais je trouve que c'est très satisfaisant et ça reste dans la lignée de ce qui a été amorcé au début. C'est-à-dire que ça fait partie des œuvres qui se trahissent pas en cours de route, qui forment un tout cohérent, et ça c'est quand même suffisamment rare pour être mentionné. Donc moi je dis Zetsuen no Tempest, c'est un peu le shonen underrated, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, du coup, Yumi Tamura-chan, non? Ouais. Ça me fait un peu mal parce que c'est pas non plus. Je sais pas, tu vois, Prétendant au trône quand même, parce que c'est pas non plus. Mais en fait, objectivement, ça pourrait vraiment être dans Mitamura-chan, je pense. Ouais. Parce que ça a vraiment beaucoup de qualité. Après, j'avoue que. En fait, finalement, ça m'a pas tant. C'est horrible à dire, mais j'ai adoré, mais ça m'a peut-être pas tant marqué que ça. Oui, c'est pas quelque chose que tu vas relire tous les 3 ans. C'est ça, voilà. Oh là là, vraiment, amen. Faudrait qu'on regarde par qui c'est écrit, c'est une autrice ou un auteur? Je sais pas, parce qu'en fait je crois que c'était adapté d'un. Tu vois, il y a 3 personnes qui sont écrites sur la couverture, donc je pense. On regardera, mais effectivement. Bon, autre chose de notre imo période, Tigrayman. Alors, en fait, moi j'ai arrêté à un certain stade parce que avant la dégringolade. Comme beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est trop bien, vraiment. C'est-à-dire que l'univers est génial, les personnages sont trop chouettes, c'est assez unique, ça ressemble à rien d'autre. Et c'est quand même le manga qui a lancé la vague des exorcistes, parce qu'avant il n'y avait pas Blue Exorcist, avant il n'y avait pas le Twin Stars Exorcist, donc ça a vraiment lancé un effet de mode sur
cette thématique là qui était un peu niche, et en vraiment revisitant hyper bien cette culture qui est quand même plutôt occidentale. Et je trouve que ça restait quand même assez sombre par rapport aux films qui sont arrivés après, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait le principe même de la façon dont les monstres étaient créés, avec quelque chose d'hyper cruel, cru, dur. Et puis je trouve que visuellement, c'était hyper. Il y avait ce truc un peu dérangeant, étrange, qui franchement marchait super bien et que moi, franchement, j'ai adoré à l'époque. Et donc vraiment, ça a été un très très gros coup de cœur. Le problème, c'est que visiblement, moi, du coup, j'ai arrêté, j'ai quitté le navire avant le naufrage, mais visiblement. Voilà, ça fait partie de ces œuvres justement qui n'ont pas tenu sur la longueur. On a eu une petite coupure, tu disais que tu as lu les 3 derniers tomes. Voilà, et que en fait, effectivement, ça s'est complètement délité par rapport à l'ambiance de base, à l'essence en fait du manga et de ce qui était présenté dans les premiers tomes. Donc je n'irai pas le conseiller maintenant, surtout qu'on n'aura probablement jamais la fin, le rythme de publication ça va. Donc c'est très mitigé parce que le début était excellent, incroyable, et à partir, mine de rien, assez tôt, hein, quand on regarde des séries très longues qui se tiennent beaucoup mieux sur la durée, on va y venir, hein, à partir du tome 15 peut-être ça commence déjà, je trouve, à un peu se déliter, donc c'est dur, mais... bien pour du shonen. Bien pour du shonen, ouais. Ça m'embête vraiment parce que l'univers et tout aurait pu vraiment... C'était extrêmement prometteur, mais finalement c'est décevant. Death Note... on est beaucoup trop... C'est vraiment ce que j'allais dire, là on a un enchaînement, c'est terrible. Parce qu'en plus c'est vraiment la même période, enfin, à savoir le collège, le début, je pense en tant que lectrice. Death Note, voilà, je pense que ça a été fondateur pour plein de gens, dont nous. C'était justement des représentants d'une catégorie de shonen qui n'était pas les neketsu, qui était quelque chose de beaucoup plus sombre, de psychologique. Ça a été, je pense, assez fondateur dans ce domaine-là. Il y a une fulgurance jusqu'à un certain événement, je sais pas si on peut le spoiler. Je pense que c'est bon, il y a prescription. On appelle aujourd'hui ça du spoil, je sais pas, tu vois. Donc effectivement, jusqu'à la mort d'elle, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est assez impeccable. Bon, après quand même il y a un truc, c'est qu'ils sont pas trop, ils ont pas trop prolongé, tu vois. Là où Bleach par exemple, vraiment le truc, le déclin a duré quoi, tu vois. Oui, et puis je trouve que même dans la suite qui est beaucoup décriée et une certaine partie a raison, est quand même très solide pour une suite forcée. Oui, c'est pas exceptionnel, mais disons que c'est pas catastrophique. Ça reste dans la continuité, à peu près, les personnages qui sont amenés, enfin bon, Melo et Nier, il y avait quand même du bon à en retirer, donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un excellent manga qui est terminé en 12 tomes, je crois. Le problème, c'est encore une fois le traitement des personnages féminins. Et là, encore une fois, c'est catastrophique, quoi. Est-ce qu'on peut parler du truc de la femme dans le frigo? Attends, je réfléchis avec Missa là. Missa, je sais pas, parce que je me souviens plus. Light n'a pas du tout d'attachement émotionnel envers elle, donc elle va pas être un levier pour faire progresser et souffrir. Par contre, il y a vraiment cette notion de dévouement des personnages féminins qui n'existe pas en dehors des personnages féminins et qui sont juste là en fait pour servir d'outils à l'avancée du scénario parce qu'elles sont utiles. Oui, mais parce qu'elles ont des pouvoirs, parce qu'elles ont des intérêts, parce qu'elles sont utilisées par les personnages masculins, mais elles ont aucune identité ni agentivité en fait. Et c'est pas le cas du Nudo, c'est le cas de toutes en fait. Vu qu'il y en a que une ou deux, enfin il y en a que deux en fait des personnages féminins de toute façon. Et est-ce qu'elles meurent toutes les deux, non? Non oui, je sais plus. En tout cas, à la fin, se passerait leur destin, on s'en fiche un peu. De toute façon. Si, tu vois ce que je veux dire, c'est que même si, tu vois, en plus, on s'en débarrasse, tu vois, moi, c'est bon, elles étaient pas très intéressantes, elles ont servi, on les jette, quoi. Enfin, on va pas essayer de. À la limite, qu'elles se fassent manipuler, mais qu'après, il y a une évolution et qu'il se passe quelque chose, mais là, pas du tout. Je vois que la batterie est en train de lâcher, donc on va arrêter sur des notes et le classer. Moi, je dirais bien pour du shonen. Ouais. Voilà. C'est bon, on est d'accord. Passons à un gros morceau. Ah oui. Demon Slayer. Un néo-neketsu comme j'aime à les appeler. Ouais, après on va peut-être pas trop être d'accord là-dessus. Ouais. Moi j'ai pas aimé du tout, voilà, je trouve que ça n'apportait rien au genre, que c'était extrêmement rapide, qu'il n'y avait aucune tension, qu'il y avait le temps de s'installer, aucun développement de personnage, il n'y avait pas de phase d'entraînement, de toutes les choses en fait qui faisaient que le shonen neketsu était intéressant pour moi avec des modèles dans le genre comme Hunter x Hunter, comme Naruto, enfin des choses qui m'ont vraiment marqué, mais on va y venir. Et en fait, il y avait tous ces ingrédients-là, mais sans que ça prenne, en tout cas pour moi. Donc voilà, puis moi, je tiens à préciser, j'ai lu, je crois, le début du manga, j'ai vu l'animé, et en fait, j'ai trouvé que majoritairement, ce qu'on lui...
enfin, ce pourquoi on l'encensait, c'était la jolie animation, donc c'est vrai, les attaques et des jolies vagues, voilà, c'est beau, et des chara design intéressants, mais c'était tout. Et en fait, les gens, pour moi, s'arrêtaient sur la forme et n'allaient pas dans le fond, alors pour moi, c'est important qu'il y ait les deux quoi, dans une œuvre. C'était mon avis personnel. Ouais, Maintenant, Chloé. Alors, moi, j'ai vu toute la saison 1 de l'animé et après, j'ai lu le manga parce que forcément, le truc était indispo, donc j'ai attendu la sortie comme tout le monde. Alors, la saison 1 de l'animé, à l'époque, j'avais vraiment accroché, je trouvais ça sympa, j'aimais bien le... En fait, j'avais très envie de voir le développement du personnage de Nezuko. Je sais pas si ce personnage est développé ou pas, mais je sais pas pourquoi, j'aimais bien la dynamique frère-sœur, j'aimais bien l'univers, justement un peu dark, tu vois, finalement. On regarde toujours au même. Et du coup, j'avais quand même vachement accroché. Et en plus, moi, je sais pas toi, mais moi j'ai un problème avec les shonen, c'est que, en fait, étant moi-même un personnage de shonen, je suis emportée par cette fougue. Et en fait, c'est quand je suis dedans, je suis pas très critique, c'est a posteriori. Enfin, tu vois, je me fais, en fait, je suis très bon public, c'est-à-dire que je vais très facilement me faire emporter par un récit. Et puis après, bon bah. En y réfléchissant, bon bah finalement c'était pas si chouette ou voilà. Et donc dans ce cas précis, moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 1 et donc je me suis jetée sur le manga papier et là c'est là où je me suis dit c'est non. C'est-à-dire qu'en fait vraiment je repense aux scènes du début avec la mort de toute la famille du personnage principal en 3 pages quoi. Vraiment un truc comme ça, enfin on parle quand même d'un événement archi traumatisant qui est quand même le point de départ de l'histoire et en fait c'est ultra rapide et en fait ça m'avait vachement déstabilisée parce que je trouvais que l'animation quelque part rattrapait un petit peu ce côté précipité puisque il y a des effets un peu de tension, de la musique qui vient créer cet effet dramatique et je trouvais que en fait dans le manga papier en tout cas c'était tout hyper précipité et j'arrivais pas du tout à accrocher en tout cas sur le format papier. Du coup c'est à partir de là que j'ai juste abandonné l'univers et voilà quoi, je ne suis pas retournée et voilà quoi, j'ai pas creusé plus loin que ça. Donc ce serait peut-être ouais. Voilà. Après franchement je suis moins critique que toi et étant bon public je trouve quand même que c'est pas si mal mais par rapport aux autres en fait dans notre échelle ça rivalise pas quoi. Clairement pas. Donc c'est pour ça aussi que la hype m'a un peu irritée on va dire parce qu'il y a plein d'œuvres qui le méritaient plus, notamment pour Exorcist qui est encore en cours, qui n'est pas dans cette liste, mais voilà c'est pour ça que voilà, ça va très bien dans mai. Et maintenant on continue. Destination Terra qu'on a tenu à mettre parce que c'est un shonen en fait, hein, voilà, ça a été classé shonen, même si l'autrice écrit majoritairement du shoujo. Donc c'était bien aussi pour montrer un peu la porosité entre les cibles éditoriales et que ça n'avait pas vraiment de valeur. Pour le moment, on a seulement lu le tome 1, donc en fait c'était pas vraiment pour rentrer en détail dans l'œuvre, mais juste pour faire une piqûre de rappel, comme quoi, une cible éditoriale est quand même assez variée et on peut retrouver plein de choses, même des choses auxquelles on s'y attend pas. Ouais. Et moi, Destination Terra, j'avais vraiment bien accroché au tome 1. Après, j'étais vraiment dans un effet d'euphorie, donc à la sortie d'un shoujo vintage. Ouais. Donc je mettrais ça dans le prétendant taureau. Toi, t'as dit que le tome 1 aussi, mais voilà, c'est pas un avis extrêmement arrêté puisqu'on n'a pas lu la suite, mais voilà. Tout à fait. Donc passons à Devilman Crybaby. Alors du coup, pour le coup, plutôt l'animé. Moi les deux parce que j'ai lu le manga aussi. Alors moi l'animé, en fait franchement en fait quand j'ai vu quand le truc est sorti, tout le monde m'a dit mes potes et tout, ouais, c'est trop bien et tout. Moi j'étais waouh, en plus on disait que c'était révolutionnaire quoi. Enfin c'était quand c'est sorti tout le monde en parlait quoi. Oui. Et en fait alors faut savoir que moi je suis quand même un petit chou à la crème quoi. Les trucs un peu violents, tout ça, je suis quand même ça va dépendre vraiment du traitement de la violence. Je peux supporter des trucs hyper violents, par exemple Yumi Tamura typiquement écrit des récits très violents. Mais il y a une certaine vision de la violence, notamment vue dans les yeux d'un personnage, vue par le biais d'un homme souvent qui me dérange beaucoup. Et je pense qu'en fait on est rentré en plein dedans. Et il y avait un truc un peu... je vais me faire descendre, mais j'avais trouvé ça hyper poseur et bobo en fait. Je sais pas, ça faisait très...
je sais pas, je trouvais que ça faisait vraiment truc de personnes qui se la jouent quoi. Je comprenais pas pourquoi les gens aimaient, si ce n'est qu'effectivement il y avait un côté un peu subversif ouais voilà, non j'ai pas du tout accroché. Après j'ai pas vu l'œuvre en entier et donc j'ai pas d'un avis hyper arrêté. Peut-être que si je le lisais aujourd'hui en tant que bobo, bobo de 26 ans, peut-être que j'aimerais, mais j'avoue que j'avais pas du tout accroché. Alors ça me fait très rire d'entendre les avis de Chloé parce que en étant allée beaucoup plus loin, je rejoins toute la première impression qu'elle a eue, même je serai encore plus critique. Donc moi j'ai vu l'adaptation animée par Masaki Uasa, qui est un de mes réalisateurs préférés, parce que c'est quand même lui qui a réalisé Ping Pong entre autres. Donc vraiment je partais avec quelque chose, avec un avis super positif. Et j'ai été mais déçue, mais alors d'une déception, c'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement mal écrit. Je trouve que vraiment il y a un côté très comment dire, c'est vraiment de la violence gratuite. Il y a des choses qui sont là pour avoir un côté visuel, pour faire parler. Je trouve que j'avais écrit une critique à l'époque sur Intelligent qu'il y avait une espèce d'américanisation de l'animation japonaise, qu'il y avait des scènes de sexe qui n'avaient pas de sens, qui étaient juste là pour avoir des images un peu subversives. Donc voilà, j'avais trouvé l'animé assez creux et mal écrit. Pour toutes ces raisons-là, et j'ai lu le manga également, et en fait le manga, je comprends pourquoi il a atteint ce statut d'œuvre culte, parce que c'est vrai que pour l'époque, quand on est dans le contexte, les planches, etc., la fin, c'est en 5 tomes, c'est très efficace, ça se termine un peu en claque, donc les gens, je pense, ont été assez traumatisés à l'époque, mais il y a beaucoup de défauts qu'on retrouve dans l'anime qui étaient en fait imputables à l'œuvre de base. Et donc moi quand je l'ai lu, j'ai vraiment pas été transcendée, trouvé que c'était un moment de lecture incroyable. Même si je regrette pas, mais voilà, l'anime je le trouve vraiment surcoté, le manga est intéressant, mais de là à dire que c'est un truc cultissime, incontournable, vraiment un monument, oui c'est intéressant et à repasser dans l'histoire du manga, mais pour moi c'est tout, quoi. J'ai aucun affect et je trouve que c'est même plutôt mauvais dans pas mal d'aspects. Donc moi je le mettrais dans... Bah ouais, mais... ah ouais. Ou Berk. Bah moi c'est Berk hein, mais non mais vas-y, t'as dit que l'histoire du... Non mais t'as raison, parce que moi j'ai pas lu le manga papier et je pense quand même qu'il a un intérêt. Ouais, après moi je pense que c'est le manga papier, c'est la fin qui me fait quand même lui trouver un certain intérêt et quand même, enfin, c'est pas non plus totalement vide, donc non mais c'est bien je pense. Ouais. Ensuite, Fairy Tail, le retour dans un collège. C'est ça. Alors ça pour le coup c'est collège jeune pour moi, enfin c'est plutôt 6ème, 5ème que 4ème, 3ème quoi. Ouais. Moi Fairy Tail, je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve que c'est un titre qui a beaucoup de défauts, mais qui a aussi des qualités et qu'on a tendance à oublier pour shame ce titre gratos. Ouais. Moi c'est déjà, je pense, hyper important, on en reparlera avec un autre manga, d'avoir des titres qui ont moins d'enjeux, qui sont peut-être moins violents, moins ci, moins ça, pour un public plus jeune. Je dis pas que d'autres titres sont pas accessibles, mais je pense quand même que d'avoir ces récits un peu plus feel good, où bon finalement il se passe pas... Enfin tu vois, les choses se résolvent de façon un peu facile, bah, c'est aussi très bien pour un public plus jeune qui veut découvrir le manga et qui pourra découvrir des titres un peu plus intenses plus tard, mais qui découvre un peu la formule du shonen de façon un peu édulcorée. Donc je trouve que c'est pas si mal finalement. Après, objectivement c'est pas un titre que j'aime, je suis pas hyper attachée à ce récit et voilà quoi, mais je trouve que quand même il y a beaucoup d'acharnement sur ce titre qui est en grande partie gratuit, je trouve. C'est ça, enfin je trouve qu'il y a quand même des aspects positifs. Le fanservice c'est quand même très pesant, mais enfin comme beaucoup d'œuvres, voilà, en fait, comme beaucoup d'autres œuvres. Et il faut pas oublier que Fairy Tail quand même a amené le fait que c'était initialement Lucie qui était introduite comme l'héroïne. Oui, c'est vrai. Donc dans un shonen c'était un peu particulier, ou en tout cas innovant. Il y avait des personnages qui étaient comme Erza, je pense, qui ont été très importantes pour beaucoup de collégiennes, dont moi, même si bon le trope de la femme badass tu l'as évoqué, il est à double tranchant, mais non franchement, et puis moi je me souviens que comment j'avais pu être ultra investie parce que l'univers est hyper solide. Quand on est, enfin le cast de personnages principaux. Oui. Moi j'aimais beaucoup les clés et tout là de. Ouais, mais il y a le principe de Lucie. Enfin franchement, je trouve pas ça si mal. Alors voilà. Je vais pas mettre ça très haut dans le classement. Moi je dirais bien pour du shonen en vrai. Ah ouais, moi j'aurais dit mec quand même. Ah ouais. Ok. Parce que je pense que
quand même c'est un peu râler pâquerette. Oui, c'est râler pâquerette. Et puis pour le coup, effectivement, là on est encore dans ce cas de figure de shonen à rallonge où le scénario s'est perdu, où voilà, moi j'ai arrêté de suivre après l'ellipse de 7 ans par exemple. C'est ça, enfin bon. Tu vois, c'est. Ok. Non, mais t'as raison, parce que sinon, on a tous les fans de Devilman qui vont dire quoi? Vous avez osé dire que Fairy Tail c'est mieux? T'as raison. Alors là, bon, bah la question se pose même pas. Full Metal Alchemist, allez hop, Yumita Muratière. Non, mais voilà, œuvre fondatrice pour tout le monde, quasi nous en tout cas, oui, nous représentons le monde. Non mais pour moi, je trouve que c'est un shonen où on ne peut pas faire de critique. C'est objectivement très bien du début à la fin. Et j'en parlais avec Vincent. Mais c'est pas un shonen qui a des arcs. En fait, tu vois pas trop des arcs, c'est plus une suite logique et une progression. Ouais. Il est pas construit comme les shonen classiques où t'as vraiment des blocs quoi. Enfin, je trouve que tu t'en as un petit peu, mais t'as moins ce truc et t'as vraiment l'impression que c'est écrit de façon linéaire, cohérente et fluide. Et enfin. Non, moi de toute façon, j'adore l'univers, j'adore les personnages. Bon, allez, je trouve un défaut, je trouve que le développement de Winry est pas exceptionnel. Mais bon, pour l'époque, voilà, ça ira. Non. Banger, masterclass. Vraiment Arakawa en thème. Allez, c'est parti, la suite. Heureusement qu'on est efficace pour cette partie. Ouais, voilà. Non, mais on s'attarde pas trop parce que bon, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Bah, là, pour moi, c'est un autre banger. Désolée. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, je l'ai lu un peu tard. Moi aussi. Et en fait, j'avais déjà lu One Piece, Naruto, les trucs un peu classiques, et je me suis dit waouh, ça peut être ça aussi le shonen, quoi. Tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça a été un twist un peu dans ma lecture de shonen où je me suis dit ah ouais d'accord, d'autres possibilités s'ouvrent. Je trouve je sais pas vraiment en fait parce que je l'ai lu il y a longtemps, je sais pas vraiment ce qui a fait que j'ai trouvé ça différent des autres parce que finalement il y a quand même une structure assez similaire etc, mais je trouve ça plus intelligent en fait dans son développement et il y a vraiment des passages auxquels je suis très attachée. Après, il y a toujours le truc du cassage de gueule un peu final. Bah, pour moi, justement, je trouvais ça assez incroyable parce qu'il est hyper cohérent jusqu'à ce que le personnage principal atteigne son objectif, donc là où le manga aurait dû s'arrêter, et il y a une suite. Oui. Bon, alors après, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu un cassage de gueule? Après, moi j'ai pas lu la suite, donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais de toute façon elle est assez erratique puisque l'auteur est régulièrement en pause, etc. Mais pour moi, l'œuvre en tant que telle, elle a un début et une fin. Après, il y a peut-être voilà, un prolongement, mais du coup, le Gon n'est même plus le personnage principal, je pense. Je pense que l'auteur est vraiment parti sur autre chose. Je sais pas du tout. J'avoue que j'ai pas. En fait, j'ai vu et lu ça il y a longtemps, donc je suis plus trop. Enfin, franchement, c'est un des shonen que j'ai envie de relire en fait. Donc, c'est quand même rare, tu vois, aujourd'hui de me dire bon bah voilà, ça m'a marqué à l'époque, mais aujourd'hui je sais que si je le relis, j'y trouverai encore des qualités et ça me parlera encore. Ouais. Moi franchement Yumita Muratière. Hein. Ah mais aucun doute. Vraiment là-dessus. Non, moi c'est vraiment un de mes titres favoris dans le shonen et je ne doute pas du tout là-dessus, même si j'ai peu d'arguments actuellement pour le défendre parce que c'est trop loin dans ma tête. Bah, moi je dirais que la principale qualité c'est le développement des personnages et la façon dont ils sont écrits avec beaucoup de finesse. Ils apparaissent comme des archétypes au début et en fait ils sont détricotés au fur et à mesure de l'histoire. Chacun a plusieurs facettes différentes, c'est hyper touchant, les moments de tension, les moments d'enjeu. Il y a vraiment des moments où l'histoire prend son temps, d'autres où c'est beaucoup plus accéléré, mais il y a une cohérence et une maîtrise interne qui est assez incroyable et encore une fois qui se tient sur au moins 37 tomes, parce que je sais plus à quel tome correspond la réunion avec son père, mais je spoil allègrement, mais voilà. Donc non franchement c'est très très solide. Je suis tout à fait d'accord. Ah Jojo Bizarre d'Aventure, le manga préféré de Chloé. Il était temps, il fallait qu'on en parle parce que voilà, je fais partie de ces personnes qui ont détesté alors que j'aurais voulu adorer. Vraiment, je vous jure, je me suis donnée quoi. Vraiment, j'ai essayé, je me suis battue pour essayer d'aimer parce que en fait, il y a tellement de. Il y a un côté très queer en fait dans JoJo's en fait, auquel j'ai voulu adhérer, j'ai voulu aimer et vraiment je vous jure je me suis battue et j'aimerais pouvoir dire c'est un de mes mangas favoris mais en fait j'ai détesté vraiment en plus du coup comme j'ai insisté je pense que j'ai encore plus détesté que ce que je n'aimais pas initialement. Pour moi c'est un titre qui a un dessin incroyable, somptueux, des personnages et des chara-design magnifiques, enfin graphiquement c'est exceptionnel mais
prends un scénariste. Prends un scénariste. Les hautes herbes là, où t'avances et tous les 2 mètres il y a un nouveau Pokémon qui spawn, où il faut lancer un combat. C'est pas un scénario ça, non, c'est pas possible. Alors apparemment tout le monde me dit oui mais il faut lire les parties, les dernières, nanana. En fait pour moi je suis désolée mais s'il faut skip une partie d'une œuvre pour en apprécier, pour l'apprécier, enfin moi j'ai un peu du mal avec ce concept. Du coup j'avoue que je suis complètement hermétique, même si vraiment je suis consciente que graphiquement c'est exceptionnel, il y a des chara-design qui sont sublimes, j'aimerais aimer. Apparemment les parties finales sont quand même meilleures, même si je sais pas dans quelle mesure c'est meilleur. Mais ouais, voilà, je suis complètement hermétique, mais je pense que c'est quand même assez personnel. Voilà. En tant que personne qui a lu les 7 parties, donc je fais quand même partie plutôt de la JoJo fanbase que de la JoJo hater, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Chloé. Je pense qu'il faut être réaliste et ne pas vénérer une œuvre. Et c'est vrai que moi j'ai du coup regardé, donc je dis que j'ai lu, mais en fait j'ai regardé les 5 premières saisons dans l'ordre chronologique évidemment, et j'ai lu ensuite la 5, 6, 7. J'ai regardé les 4 premières saisons dans la souffrance. C'est-à-dire que je faisais quelque chose à côté parce que c'était pas possible pour moi de rester concentrée là-dessus, parce que vraiment, comme dit Chloé, il y a le côté Pokémon dans les hautes herbes, les combats, bim bam boum, deuxième combat, bim bam boum. Alors il y a un objectif. Alors, la saison, la 3, le personnage principal, une planche. Vraiment le type n'a aucune émotion, aucun. Non mais oui, et c'est là, moi j'ai été achevée à ce moment-là. Les doujinshi que j'ai lus sont meilleurs que le personnage en tant que tel. Des fois je me dis mais en fait il était bien écrit, puis je vais revoir certains épisodes et je me dis ah non en fait. non c'est juste la fanbase qui s'est tellement projetée, qui s'est tellement appropriée de l'univers qui m'a fait quelque chose. Puis il faut dire aussi que la fanbase de JoJo est hyper talentueuse, que ce soit des musiciens, que ce soit des fan artistes, des mangaka, enfin vraiment il y a une production autour qui est brillantissime et ça on peut pas lui enlever. Puis je pense que c'est aussi brillant, c'est parce que le matériau de base est hyper fertile. Et puis franchement je pense que dans le shonen c'est quand même assez unique quoi. Oui, je veux dire sur le paysage shonen en général, JoJo c'est JoJo quoi. C'est incomparable. Et puis justement il y a des gens qui aiment ce côté là du scénario qui n'a aucun sens, aucune linéarité, aucune continuité, parce qu'ils aiment ce côté un peu full créatrice qui est lâché de façon totalement débridée par ton auteur. Et je comprends que les gens aiment cette catégorie-là. Et puis il faut avouer qu'il y a aussi plein de références au cinéma, à la musique. Donc des gens qui sont sensibles à ça, ils vont se dire ah bah c'est génial, il y a telle partie c'est un western, telle partie c'est un film policier, telle partie c'est la mafia. Et donc moi justement ma partie qui m'a transcendée, parce que vous allez dire si elle est aussi critique pourquoi elle a regardé les 7 parties, c'est que la partie 5 m'a transcendée et je l'ai trouvée géniale et j'ai adoré, mais ça n'enlève pas la souffrance des 4 parties d'avant et le fait que j'ai pas non plus été saisie par la grâce pour la 6 et la 7 quoi, pour les raisons qu'on a évoquées. Ouais, alors après j'ai quand même l'impression que ce qui est intéressant c'est que vraiment c'est des blocs et chaque personne a son bloc préf quoi. C'est vraiment il va y avoir des univers, des choses qui vont me plaire. C'est pour ça que je ne perds pas espoir. Je pense qu'un jour peut-être je repartirai dans cette quête de souffrance et cette fois je tenterai directement une partie qui me parle plus sans m'infliger les départs. Mais je sais que Vincent il aime bien Steel Ball Run. Ouais. Toi t'es plutôt Golden Wind, c'est ça? Exactement. Donc, vous avez vu, je m'y connais quand même. Je vous jure, j'ai creusé, j'ai essayé, mais c'était trop dur. J'ai quitté le navire et voilà. Donc au niveau du classement, je suis désolée, mais je n'accepterai ni Yumita Muratchère ni Prétendant au trône. Moi je dirais bien pour du shonen. C'est triste hein, parce que vraiment, en fait, c'est brillantissime et mauvais. C'est-à-dire que c'est le grand écart pour moi. C'est-à-dire que vraiment. Mauvais selon certains critères et brillantissime. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut prendre du recul. Il n'y a pas de juste milieu qui fait qu'il y a un équilibre où tu te dis bon bah c'est quand même très bien. C'est vraiment, il y a des trucs qui sont hyper clivants et j'arrive pas à avoir un avis neutre en fait. On a eu un contretemps mais nous sommes de retour pour parler de My Hero Academia. Alors, moi pour le coup je vais faire un peu l'avocat du diable comme Fairy Tail et je trouve que c'est un peu le même style d'œuvre finalement, à savoir une œuvre qui n'a pas des enjeux particulièrement intenses, des scènes de violence, ce genre de choses,
et qui du coup va être plus accessible envers un public un petit peu plus jeune. Peut-être que je me trompe parce que je suis pas franchement à jour quoi, mais en tout cas je pense que c'est important d'avoir aussi des œuvres plus légères, un peu plus édulcorées on va dire, pour rendre accessible les codes du shonen, le manga à un public un petit peu plus jeune, peut-être pré-ado tu vois, qui va être un peu dans cette envie de lire des gros classiques du genre, mais pour qui les parents sont peut-être un peu plus réticents, ce genre de choses. Donc juste qu'ils grandissent avec cette œuvre-là, c'est ça qui est populaire en ce moment, comme nous au collège on a eu d'autres choses. Et moi j'avoue que du coup, soit j'ai découvert trop tard, soit même à l'époque ça m'aurait pas plu, mais ça a vraiment souffert la comparaison quand je m'y suis lancée avec Naruto, parce que j'ai pas retrouvé une espèce d'intensité dramatique, ou des enjeux, ou une tension, ou un développement qui allait plus en profondeur, qui était moins manichéen. Donc grosso modo, j'ai pas aimé, mais je conçois que ça soit une œuvre importante pour certains, et comme dit Chloé, c'est important qu'il y ait ce registre-là qui existe. Je dis pas que c'est mauvais, juste que c'est pas pour moi et que ça a manqué de choses que moi je recherche, même dans les shonen niketsu et même dans les œuvres jeunesse, on va dire. Donc, pour toutes ces raisons. Avec Fairy Tail, moi je mettrais. Voilà. Mais, voilà. Naruto, on est là! Alors Naruto, mon traumatisme, parce que Naruto pour moi c'est un chef-d'œuvre jusqu'à un certain point, il y a une montée en puissance, il y a un développement, il y a tout, l'œuvre se tient, l'univers est incroyable, graphiquement c'est incroyable, les combats, on a quelque chose qui va au-delà du bim bam boum, c'était très stratégique, vraiment j'étais transportée, mes premières larmes en lisant un manga c'était en lisant Naruto, enfin bref, donc j'ai vraiment un passif avec, ça a été un de mes premiers mangas aussi quand j'étais en primaire, bref. Il y a eu tout ça, il y a eu une montée en puissance et il y a eu une espèce d'aboutissement de la réflexion philosophique et tout qui n'est pas allé jusqu'où elle aurait pu aller. Et puis après, on a une espèce de descente aux enfers à partir des tomes, je dirais 50. Parce que scénaristiquement ça se tient plus, parce que y a une espèce de trahison par rapport à certains principes de base de l'univers et la construction de personnages et de leur développement. Donc voilà, gros traumatisme pour moi à l'époque, donc j'avais arrêté de lire. J'ai mis quelques années pour digérer et je m'y suis remis pour au moins en lire moi-même la fin. Donc je l'ai fait, genre je sais comment ça finit. Mais voilà, donc je dirais que c'est quand même assez incroyable d'avoir une œuvre qui sur 50 tomes propose quelque chose qui se tient, qui était palpitant, qui était incroyablement de qualité. Mais voilà, il y a quand même les 22 derniers, donc on peut pas dire non plus que... Ouais, et puis après 22 tomes, tu vois, par rapport à l'ensemble, c'est quand même... Alors pour moi Naruto c'est j'ai moins d'affect en fait que toi parce que j'ai peut-être découvert un petit peu plus tard, mais ça reste une série que j'ai franchement aimée. Je trouve que c'est un univers unique déjà, franchement. Graphiquement je trouve que c'est assez sympa, enfin, j'aime bien les chara-design des personnages etc. Le truc qui me fait péter un câble c'est le problème d'écriture des personnages féminins et notamment Sakura. 2, l'acharnement de la fanbase sur ce personnage dont le seul défaut est d'avoir été écrit par un homme qui visiblement ne sait pas écrire les personnages féminins et qui avait pourtant du potentiel et pour avoir lu quelques interviews ou quoi, Kishimoto disait que vraiment il essayait de faire quelque chose de ce personnage là mais qui est parti avec une très mauvaise base parce que contrairement à ses collègues masculins, donc l'un c'est son objectif de vie c'est de se venger, donc quelque chose qui est plutôt sombre. Naruto c'est de faire valoir sa valeur, de devenir Hokage, quelque chose qui est plutôt lumineux. Kakashi va être beaucoup plus dans quelque chose qui est lié à sa culpabilité, et voilà, et elle, son objectif de vie c'est d'être Akatsuki, donc il y a vraiment un déséquilibre qui est initial. Je rigole parce qu'en fait il y a un drap qui vient de s'envoler en face et je le vois. Moi j'étais focus dans oui, ça commence. D'ailleurs, si vous me voyez pas être concentrée, c'est parce qu'il y a plein d'oiseaux devant et du coup je regarde les oiseaux. Pendant au lieu de m'écouter, bravo. Donc voilà, forcément il y a un déséquilibre. Maintenant il a essayé vraiment, je pense sincèrement tout au long de son manga de la mettre en avant, et notamment pour moi ce personnage a atteint une espèce de pic de développement au début de Shippuden, où vraiment tout le monde s'est dit ah bah ça y est, il a compris comment écrire ses persos féminins, comment leur insuffler de la profondeur, comment les faire évoluer, développer, leur donner autant en fait de temps d'apparition dans le manga et de scènes de développement. Donc évidemment le combat auquel je pense c'est le combat contre Sasori avec Chiyo, mais voilà, malheureusement ça n'a pas duré sur la longueur, sans parler de la fin. Donc et c'est quoi, il fait un manga maintenant lui? Il l'a fait,
Et il a arrêté, c'était Samurai 8. Ah ouais, c'est vrai. Et quelque chose comme ça. Non, j'ai pas lu. Okay. Mais ça a été arrêté en cours de publication. Je pense que ça va un peu dans tous les sens. C'était peut-être un peu trop rapide après la sortie de Naruto. De souvenirs, non, c'est peut-être dans ma tête. Ouais, il y a eu quand même quelques années de décalage, mais bon. Ok. J'ai envie de le mettre dans Prétendant au trône. Moi aussi, mais ouais. Mais c'est quand même, je pense, un peu biaisé parce que. Et sur 50 tomes, quand même, c'est vraiment excellent. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose. Moi, je l'ai pas lu récemment, tu vois, mais. Après, moi, je te dis, toi, t'es plus attachée à l'œuvre que moi, donc il n'y a pas de débat. One Piece. Voilà, donc justement, parfaite transition. Alors, moi, pour le coup, One Piece, en fait, c'est forcément dans le truc. Des shonen très populaires, on en a tous un qu'on aime un peu plus que les autres. Et moi, j'avoue que One Piece, en fait, j'aime beaucoup la dynamique du voyage, l'équipage. Et tu vois, typiquement, dans Fairy Tail, c'est un truc que j'apprécie aussi, cet effet d'avoir un groupe de personnages auxquels on s'attache, qui ont des développements un peu différents. Et j'aime bien ce truc d'un équipage soudé. Tu vois, j'adore mon obsession Shisengumi, tu vois, finalement, elle est aussi liée à ça. C'est ça, en fait, j'aime bien avoir une communauté auquel je m'attache plus qu'à un personnage qui évolue. Et du coup, dans One Piece, je retrouvais vraiment cet aspect-là. Que je trouvais vraiment hyper chouette, le côté voyage, aventure qui me parlait beaucoup. Moi, mon arc préféré, c'est Alabasta. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession dans cet arc. Enfin, voilà, ouais. C'est vrai que j'ai une petite névrose à ce côté-là. Mais voilà, j'ai adoré One Piece. J'avoue que je suis plus trop au courant. Pendant très longtemps, en fait, je lisais plus les tomes, mais je suivais chaque dimanche la sortie de l'épisode parce que juste j'avais envie de savoir la suite et puis c'était plus simple, tu vois. Voilà, et puis en fait, j'aimais bien le fait que tout le monde en parle en même temps. Enfin voilà, il y avait un truc sympa. Mais sauf qu'en fait, vraiment, je me souviens du combat contre Karakuri qui a duré genre 50 épisodes. En fait, il y a un moment où l'animation est vraiment devenue chiante et donc j'ai quitté le navire. Voilà, et en fait, je pense que tu vois, je relirai un jour correctement, mais je pense quand même que ça rejoint un petit peu Naruto quelque part dans le fait que il y a une très grosse partie de l'œuvre qui est excellente, vraiment brillante, et puis sur la fin, peut-être que ça s'essouffle un petit peu. J'avoue qu'il faudrait que je me plonge sérieusement dans la question pour trancher vraiment si. Puis là, tu parles de l'animé, je pense que dans le. Non, je parle aussi du manga. Le manga, c'est long, les combats. Ouais, pas forcément des questions de longueur, ça c'est sûr que l'animé est pas exceptionnel par rapport à ça, mais même dans, tu vois, l'évolution des personnages. Les enjeux, etc. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'authenticité dans le début de One Piece et dans sa progression qu'après où ça commence peut-être un peu à tirer en longueur et devenir un petit peu redondant, je trouve. Après, il faudrait que je relise et que je me repenche vraiment sur la question, et vu le nombre de tomes, ce sera pas demain. C'est sûr. De toute façon, j'ai déjà casé Hikaru en cours. Donc, 45 tomes, ce qui est pas mal. En anglais, qui parle d'un sujet quand même assez dense. Donc, voilà. Vous avez dit, on fait une challenge shonen, mais on trouve quand même le moyen de parler de shoujo. Les shoujo, c'est quand même chouette. Ouais, donc moi pour One Piece, juste par rapport à mon vécu, j'ai eu aucun investissement émotionnel parce que j'ai pas du tout lu pendant mon enfance. J'ai vraiment lu récemment, donc j'étais déjà à la fac, et je suis d'accord sur le fait que c'est une œuvre qui est incroyable parce que l'univers développé semble infini et l'auteur a vraiment une maîtrise et des possibilités qui sont énormes au sein de son univers, ce qui fait que pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a moins ce travers qu'il y a eu dans Naruto et qu'il y a eu dans Bleach, de au bout d'un moment ne plus savoir où mener son histoire. J'ai l'impression qu'il a une vue d'ensemble et un recul, et encore une fois une maîtrise qui est incroyable, et dans un univers très particulier et tout, avec un ton, enfin son récit a quand même un ton qui est assez humoristique, qui est assez loufoque, donc quelque chose que moi j'appréciais moins. C'est pour ça que je me suis pas investie comme Naruto par exemple, mais j'admets la qualité sans problème, quoi. Et aussi, je trouve que par rapport à Naruto, pour le coup, les personnages féminins, c'est encore un traitement douteux, surtout au niveau du corps. Voilà. Et puis quand même, elles ont un traitement moins intéressant que d'autres personnages secondaires comme Zoro ou Sanji, quoi. Mais notamment Robin, vraiment Robin, c'est ma plus grande déception. Enfin, ah ouais, ouais. Moi je l'aime beaucoup, ça faisait partie. Alors j'ai lu que c'est pour ça que j'adore Alabasta, parce que c'est son apparition, enfin voilà. Et en fait, après elle devient vraiment secondaire, quoi. Enfin plus que secondaire même.
Mais d'ailleurs, je trouve que justement, certains personnages s'effacent de plus en plus, genre Brooks, tu vois, par exemple. Je sais pas si tu l'as encore vu, mais je trouve pas encore. Voilà, bref, je trouve qu'il y a des personnages qui s'effacent de plus en plus. Voilà, et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, par rapport au traitement des personnages féminins, je trouve que même si on est quand même sur un truc pas brillant, quoi, on est quand même sur. C'est moins caricatural que Naruto, par exemple. Il y en a plus, tout simplement, il y a plus de diversité, elles ont plus des rôles clés dans l'histoire, même si c'est quand même pas, je suis en train de vous dire que voilà, quelle intelligence d'écriture des personnages féminins de la part d'Oda, enfin, c'est quand même assez limité, mais déjà c'est un peu plus équilibré, elles apparaissent un peu plus. Et puis il y a quand même des scènes sympas avec Nami au début, oui, et tout. Et en fait, j'ai vu justement passer il y a pas longtemps un post qui disait. En gros, qui mettait une image de Nami au début de la série et une interview d'Oda qui expliquait oui, un des plus grands critiques que j'ai eu et que j'ai mal pris, c'est mon éditeur qui me disait les filles que tu fais sont pas mignonnes. Et je pense que ça, ce genre de commentaires d'éditeurs en début de carrière, ça cimente une version, une image des personnages féminins, une façon de les écrire qui est toxique au possible et qui aboutit à l'état des personnages féminins dans l'ensemble du shonen, quoi. Donc voilà, moi je trouve que les éditeurs ont une grosse responsabilité, faut pas non plus jeter la pierre sur les mangaka qui probablement... C'est sûr, et peut-être même aussi, tu vois, dans des œuvres où tu as autant d'investissement de la part d'une communauté, je pense que l'auteur a aussi beaucoup de pression, tu vois, de la part de ses fans, de la part de ses éditeurs, de la part de la France aussi. C'est ça, enfin, t'as quand même... non, c'est sûr. Donc One Piece, prétendant au trône... C'est toi qui décides, non, mais tu vas bien rentrer dans non, mais c'est sûr, mais je serais tentée de dire que c'est un peu mieux, tu vois, enfin, objectivement, la maîtrise de l'univers et au-delà, je suis d'accord. Mais est-ce que Yumi Tamura, tu vois, en fait, il faudrait un truc un peu entre les deux. Moi, j'ai pas l'investissement émotionnel dedans, c'est ça. Je peux pas. Je dirais que c'est dans le haut du panier des prétendants au trône, quoi. Ouais, allez hop. One Punch Man. Alors, One Punch Man, pour moi, je trouve que c'est vraiment un gros vent frais dans le shonen, vraiment ça fait beaucoup de bien, ce côté très peu sérieux et sarcastique que j'aime beaucoup. Parodique même on peut dire. Ouais, et que tu vois, moi j'ai beaucoup aimé Gintama. C'est un shonen Gintama, oui. Oui, on l'a pas mis. On l'a pas mis. Bon bah voilà, bon Gintama j'adore. Et donc je retrouve un peu des points communs entre ces deux œuvres. Mais One Punch Man, j'avoue que m'a pas accroché sur la durée. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé le début génial, très fun, original, mais j'ai un peu lâché l'histoire parce que je trouvais que c'était peut-être un peu redondant. En fait, tout repose sur ce personnage qui est un peu paradoxal et en fait, au bout d'un moment, on fait vite le tour, quoi. Finalement, peut-être de... C'est ça, je pense que ce personnage. Il manque un arc final, quelque chose de conclusif, sans sortir du côté humoristique et parodique, mais un espèce de pic ou quelque chose qui arrive à un aboutissement après une apothéose ou quoi. Parce que en fait, je trouve que ce genre de manga, leur potentiel est plus exploité sur un format plutôt court. Et bah c'est exactement ce que j'allais dire, à trop tirer à tout prix, à vouloir gratter, c'est un volume de répétition qui est répétitif justement par définition. À vouloir gratter à tout prix du fric sur des licences et sur des œuvres, bah en fait au bout d'un moment tu te retrouves à t'enfermer dans une œuvre qui n'a plus de sens, quoi. Ouais, exactement. Donc moi pareil j'ai adoré et je pense que j'ai même lu bien après la fin de l'animé de la saison 1 en tout cas, donc les 15 premiers tomes, et après voilà, malheureusement mon intérêt c'est un peu dilué. Moi aussi c'est un peu la même chose, et je dirais que contrairement à Gintama qui lui a vraiment duré, même si je suis pas du tout à jour sur Gintama, le problème de One Punch Man c'est que tout repose sur un seul personnage, son développement et son paradoxe finalement. Donc c'est pour ça que finalement au bout d'un moment ça évolue plus trop, quoi. Donc moi je le mettrais dans bien pour du shonen. Ouais. Allez. Je suis même tentée, tu vois, En fait, je trouve que ça a été vraiment hyper bien au départ, et puis quand même, je trouve que c'est assez osef maintenant, quoi. Bah, je sais pas parce que j'ai arrêté de lire. Bon, peut-être moi aussi, mais la dynamique, je sais pas. Mais en même temps, je le vois mal le mettre à côté de manga qui justement était assez plat et apportait rien au genre, alors que lui, pour le coup, je trouve vraiment apporter quelque chose. Et j'accepte. J'accepte, mais je suis quand même. Et c'est Yusuke Murata au dessin qui a fait Shield 21 qu'on n'a pas vu mais qui est un manga de sport. Mais typiquement, tu vois, pour moi, dans la même catégorie, il y a Bleach et Jojo et même Digreman, et tu vois, je trouve que c'est quand même. Dans son registre, je trouve qu'il est hyper important parce que c'est quand même un gag manga, tu vois.
Enfin, c'est un shonen neketsu. Ouais, non mais j'accepte, mais je suis mitigée. Ok, donc c'est le bas. Après, on peut faire un classement sur le bas, après on va s'en sortir. C'est ça. Pandora Hearts. Oui, alors ça reste encore un avis qui divise parce que moi j'ai commencé, j'ai trouvé ça, mais sur le tard, et j'ai trouvé ça nul. Moi j'ai commencé au collège et c'était ma religion. Voilà. Ouais, mais objectivement, est-ce qu'aujourd'hui tu trouverais ça bien? Mais juste, j'ai très peur. Je pense que c'est un manga d'enfance dont j'ai le plus peur de le relire et de me rendre compte des défauts, ou d'à quel point c'était un peu médiocre, ou qu'il y avait des petites. Un bon univers et des bonnes choses, mais que c'était pas aussi profond, il n'y a pas autant de niveau de lecture que ce que j'imaginais à l'époque, et à la relecture, ouais, de voir ça comme quelque chose d'assez. Fade. Moi j'avais pas du tout. Franchement, c'est même pas que j'ai regardé et j'ai été déçue, c'est vraiment que j'ai pas accroché. C'est-à-dire que j'ai un peu regardé, visionné, je crois, le début, et j'ai pas du tout accroché. Alors que franchement, ça colle à ma période émo, tu vois, où j'aurais pu. Mais j'ai pas du tout accroché. Ouais, je sais pas, je trouvais ça. Puis j'aimais pas le personnage principal en fait. Je trouvais qu'il ou Alice. Ose. Ok. Parce que je trouvais qu'il était, je sais pas, il était gamin, enfin je sais pas, j'ai accroché pas, ouais, quelque chose qui est pas forcément rationnel non plus. C'est ça, j'étais quand même un peu plus, je pense que j'étais peut-être un peu avant, mais tu vois, j'étais quand même, j'étais pas j'étais pas pré-ado, tu vois, j'étais ado, c'est sûr. Pour moi, il faisait partie un peu d'un triptyque à l'époque où il y avait, enfin même plus, où il y avait Dick Grayman, Soul Eater, Black Butler et la quatrième roue du carrosse c'était Pandora Hearts. Donc ça faisait partie de cette même ambiance d'œuvre et voilà, j'ai peur de le relire. Je sais que j'ai suivi des gens sur Instagram qui l'ont relu récemment, il y a un parcours de lecteur et qui ont été convaincus. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. Moi je sais que c'est un très important dans ma vie de lectrice, mais après voilà, je pense que bien pour du shonen, ça suffit. Ouais. Après, tu vois, moi je trouvais que par exemple, Dick Grayman, il y avait quand même une identité beaucoup plus forte. Enfin, en fait, je trouvais ça assez insipide en fait. Après, désolée de tacler ton truc préféré. Non, mais c'est recevable. Après, je pense qu'il y a quand même des choses assez deep par rapport à l'Abyss et tout. Donc, tu vois, il y avait son propre univers qui était développé. La réécriture. Je te laisse le classer. Allez. La réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles. Alors moi c'est un truc qui c'est un peu too much. Le truc d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un truc dans le top des motifs récurrents qui me saoulent. Je veux dire, trouver une autre histoire quoi. Je sais pas, il y a un moment. Non mais là c'est l'écriture d'Alice. Ouais, bon. Voilà, on n'en parlons plus. Promise Neverland. Alors, Promise Neverland, moi je me souviens avoir posté des. À l'époque où je n'avais pas encore un. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé par poster sur Instagram des trucs sur manga avant d'avoir une chaîne YouTube, mais j'avais même pas encore mon compte manga que je postais déjà des planches de Promise Neverland que je lisais en scan parce que j'avais découvert sur la vidéo de. Pose manga. Exactement. Ouais, moi aussi. Voilà, donc ça remonte, tu vois. Et j'avais trop aimé. Bah oui, le dessin était trop bien. Incroyable. Graphiquement, c'était original, c'était un petit peu horrifique, donc ça changeait aussi un petit peu de ce qu'on faisait. Dans la mouvance des shonen psychologiques, comme Death Note a pu l'être à son époque, c'est un peu le nouveau Death Note en quelque sorte. Avec beaucoup plus peut-être de mystère aussi, ce côté. Voilà, mais en plus accès horreur quoi, parce que tu vois Death Note, il y avait un truc nouveau et frais quand même dans l'arrivée de ce shonen là. Qui franchement a été très bien pendant un bon moment. Ouais, je dirais peut-être 8 tomes, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, je sais plus à quoi ça correspond, mais assez court en fait. Quand on... Ouais, je sais pas, voilà. Et en fait, pareil, j'ai complètement lâché quoi. Là, c'est devenu mauvais, hein, et ça, je pense que pour le coup, il y a eu beaucoup d'unpopular opinion dans cette vidéo, mais ça, j'ai l'impression que toute la communauté s'accorde à le dire, et également les grands fans de Promise Neverland, qu'au bout d'un moment, en fait, le dessin est devenu médiocre, il y a eu une chute, une baisse de qualité à tous les niveaux, et que juste l'histoire a été rushée, qu'il n'y avait pas plus grand chose à en tirer, et l'arc de fin, enfin, pour moi, il s'est terminé dans l'indifférence quasiment la plus totale. Bah moi non plus, mais je crois que j'ai même pas eu la curiosité de voir comment ça finissait, donc non, c'est hyper dommage, hein, parce qu'à l'échelle en fait du nombre de tomes, donc il y en a 21, et ceux qui valent vraiment le coup, il n'y en a pas tant que ça quoi, c'est 5, 6, et puis pour le coup ça avait quand même... ça introduisait un personnage féminin qui a ses défauts, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... est devenu hyper monolithique, c'est ça. Il y avait ce côté de... Mais un personnage féminin quand même important dans l'œuvre, celle qui est le plus suivie. C'est ça, enfin... Il y avait... C'était pas romancé en plus. C'est ça, il y avait vraiment... Bah, et quand même, il y a un petit... à la fin, je crois, mais c'est très très secondaire. Ouais.
Mais enfin voilà, il y avait beaucoup d'aspects positifs, mais c'est dommage. Ouais, voilà. Moi je mettrais même pas dans bien conditionnel. Non mais ouais, et ça me fait mal hein, parce que vraiment je trouve qu'il y a des aspects positifs, mais bon, c'est un pétard mouillé quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Sayonara Football, alors là c'est moi qui ai un peu assisté pour mettre parce que Chloé n'a pas encore lu. Mais je l'ai, en fait, ça fait partie de ma pile à lire qui en fait est une bibliothèque à lire. Ce qu'il faut savoir, je suis fan de manga de sport, donc c'est un genre qui se retrouve un peu partout, mais majoritairement je pense dans la démographie shonen quand même, même si évidemment il y a des seinen et des shoujo de sport. Et donc le problème des shonen de sport, c'est que c'est à très peu de persos féminins. C'est souvent les managers qui sont là, et moi au bout d'un moment ça m'insupporte en fait, et surtout que je trouve que la pratique des sports féminins c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est très victime de sexisme, parce que c'est vraiment pas du tout mis en avant par rapport aux disciplines masculines, enfin, l'équivalent masculin quoi, et puis qu'il y a beaucoup moins d'argent et que c'est... on connaît en fait finalement, tout le monde en est conscient et tout le monde s'en fout quoi. Tout le monde s'en fout, et du coup en fait Sayonara Football c'était génial parce que donc c'est du même mangaka que Your Lie in April, donc que j'avais pas de trop piano. aimé, j'avoue que tu l'as... Je l'ai vu, l'anime est bien, mais j'ai pas lu le manga. manga. Après je pensais pas un chef-d'œuvre non plus, mais voilà, donc ça il y avait le fait qu'on suivait une héroïne et qui parlait de la puberté et du fait de mal vivre en fait le décalage qu'elle a vécu avec du coup ses partenaires masculins quand elle jouait avec dans la même catégorie en fait. Et cette espèce de division genrée du fait de la puberté et des injustices biologiques que ça engendre. Donc ça c'était un super bon élément, plus l'élément de donc le sexisme dans le milieu du sport, que c'est une femme, donc du coup elle pourra jamais être aussi intéressante et aussi forte et aussi brillante et que machin, mais en même temps le personnage n'est pas du tout misérabiliste et elle est hyper inspirante, et bref, donc j'ai adoré cette série qui n'est qu'en 2 tomes parce qu'en fait c'est le prologue à une série beaucoup plus longue. Le problème c'est que Sayonara Football n'a pas fonctionné en France, donc Kiyun je pense ne publiera jamais la suite. Bah, surtout je crois que c'est indispo maintenant. Oui en plus. Je suis pas sûre mais je crois que c'est indispo. Oui, je crois que la Redcom qui a été assez récent. Bon après c'est je pense facilement trouvable hein, mais... Et vraiment je trouve ça hyper dommage parce que en plus de tous ces éléments là qui sont intéressant, et les scènes de sport étaient bien. Alors, je suis pas passionnée de foot, mais moi je peux aimer n'importe quel sport à partir du moment où c'est bien écrit, grosso modo, même le ping-pong et surtout le ping-pong. Donc voilà, vraiment Sayonara Football, je trouve ça dommage que ça soit pas plus mis en avant et discuté, et je pense que c'est juste parce que c'est un perso féminin, hein, et que c'est des problématiques féminines. Et ça me fait penser à Kamakura Diary, qui a aussi beaucoup de foot avec un personnage féminin. Oui, tout à fait, complètement. Ouais. Qui est relié avec le shoujo d'Akimi Yoshida qui a fait Banana Fish, qui est très chouette. Et je crois que je préfère Kamakura Diary à Banana Fish, unpopular opinion du genre. Et en fait j'ai pas fini Kamakura Diaries, mais je t'ai expliqué pourquoi. Faudrait que je le relise, bref. Voilà. Donc Sayonara Football, prétendant au trône, et j'aimerais bien lire la suite en ce cas malheureusement du coup. Soul Eater. Alors pareil, ça c'est vraiment, j'ai trop aimé à l'époque, vraiment c'était, en fait graphiquement c'était original, j'aimais trop l'opening. J'ai la musique qui vient de se lancer dans mon cerveau à l'instant, t'as prononcé. En fait c'était une ambiance, tu vois, c'est vraiment ça, c'était une ambiance, et personnage féminin. Oui, Maka. Et qui est, je crois, pas trop... dans mon souvenir, elle était plutôt solide, je crois que c'était plutôt un personnage féminin. Déjà, elle était plate. Non, mais c'est quoi à dire? Mais je veux dire, elle était pas caractérisée que par son taille de bonnet. Il y avait des personnages féminins avec plein de morphologies différentes. Elle était pas du tout... Elle avait ses propres névroses. Elle avait une relation qui était intéressante avec Soul. Et non, franchement, et oui, c'était elle la personne. Je sais pas si. Est-ce que la fin est mauvaise? Et moi, je trouve que la fin est bien. C'est un manga qui est pas très long, donc c'est une 20aine de tomes, et ça s'est suivi. Enfin, la fin est assez cohérente par rapport à l'univers de base, qui n'est pas la même fin que l'animé, attention. Et en fait, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait tout un discours sur la folie, la santé mentale et tout. Donc qui était assez intense, alors qui est très caricatural. Hein. Oui, mais bon, aussi déjà, à l'époque on en parlait moins, et aussi, je veux dire, c'est du shonen, on n'est pas... Je veux dire, on s'adresse à un public d'adolescents, le but c'est pas non plus de faire un essai sur la... Non mais c'est ça, enfin je veux dire, il y a un moment, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Évidemment. Donc pour toutes ces raisons, et moi je trouve qu'il y avait des fulgurances graphiques, et le développement de chaque personnage est à peu près, se tient à peu près sur la durée. C'est très bien, enfin, je sais pas. Alors j'ai pas trop d'attachement émotionnel, parce que je l'ai vu aussi sur tard. Enfin vu et lu, je sais plus.
Bon bref, mais en tout cas je trouve que c'est très solide quoi. Ouais. Moi j'ai eu une grosse phase et c'est vrai que ça s'est un peu dilué avec le temps, mais pas forcément je pense parce que c'était pas bien ou moins bien, c'est juste qu'il y a des œuvres qui marquent plus, ou les personnages qui résonnent plus avec nous. Et ça va plus te toucher pour X raisons. Mais Solitaire, ouais, ça va un shonen très très solide. Bah, prétendant au trône, voilà. Parce que c'est pas non plus le coup de cœur d'une vie. Sound of Life, une nouveauté, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de vieillerie. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important de l'incorporer. Du coup, c'est un manga non pas de sport cette fois, mais toujours dans l'idée d'un manga de passion finalement, qui parle de musique. Tout à fait. Qui est sorti chez Akata récemment. Donc si ça vous intéresse, prenez le train en marche parce qu'ils sortent genre un ou deux volumes par tous les 2 mois. Et oui, le rythme parce que c'est assez régulier quoi. Donc vraiment si ça vous intéresse, il faut y aller quoi. Le tome 4 vient de sortir, je crois. Ouais, ça c'est vraiment rapide quoi. Voilà. Et bah, moi j'ai seulement lu les 2 premiers tomes. 2 premiers tomes je crois, parce que tu m'as dit qu'il fallait que j'y les 2 premiers pour vraiment avoir une vision d'ensemble. Et j'aime bien. Voilà, et donc moi ce que j'expliquais à Chloé, c'est que c'était vraiment une œuvre qui, bon, déjà j'attendais de pied ferme parce que je suis très très fan de Chihaya Furu, donc qui est un peu dans cette mouvance de on a un cast de personnages assez important, dont une héroïne sur une pratique qui est un peu de niche, parce que donc Chihaya Furu c'est le Karuta, là ça va être la pratique. Je sais plus le nom de l'instrument. C'est terrible. Bon, bref, donc voilà, cette espèce d'immense banc avec des cordes dessus, merci. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tomes, je sais plus exactement combien, on n'a pas vérifié. C'est beaucoup. Mais il y a ce côté qu'il faut prendre le temps de développer les personnages et que c'est un manga qui fonctionne sur la durée. Et contrairement aux shonen qui justement sont très explosifs au début et qui s'essoufflent, là c'est vraiment le schéma inverse. Et plus je vieillis, plus je trouve ça... Je trouve que c'est mieux en fait. Ouais, d'avoir une espèce de slow burn. Alors évidemment, complètement d'accord avec toi, mais je trouve que du coup ça donne la sensation quand on débute d'avoir un truc très classique. Oui. Tu vois. Moi j'ai pas été clouée au siège par le démarrage quoi. Oui, ce que je peux comprendre tout à fait. J'ai trouvé ça assez classique, c'était intéressant, etc. Je suis un peu mitigée sur le personnage féminin. Ouais. Que je trouve peut-être un petit peu caricatural sur certains aspects. Ouais, je comprends. Mais je fais confiance à Akata, parce que comme il publie pas de shonen tous les jours, donc s'ils l'ont choisi, c'est que certainement il a des qualités, surtout sur un engagement aussi long. Oui. Et puis j'ai bien aimé, hein, voilà, mais c'est juste que je suis très critique maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai des shonen, on a lu le flopé, donc forcément, on a des attentes, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment un manga qui peut les combler. Donc il faut donner sa chance à Sound of Life. Du coup, j'ai envie de le mettre dans Prétendant au trône. Ouais, très bien. Hop. Voilà. Et on termine avec un autre manga de sport. Attends, faut que je m'exprime. Welcome to the Ballroom. Voilà, Welcome to the Ballroom, ça a été pour moi au moment de la sortie de l'animé une claque. C'est-à-dire que vraiment j'étais waouh, mais quel univers incroyable. La danse de salon, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, toujours un manga de sport qui offrait un nouveau point de vue. En plus, c'était visuellement assez particulier. Enfin, vraiment, j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et en fait, j'ai acheté le tome 1 au moment de sa sortie et je me suis heurtée aux propos misogynes du coach, c'est ça, enfin je crois un truc comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai pas trouvé ça si bien quoi. Ouais. Et en fait, je crois que malheureusement, je suis pas la seule quoi. On est nombreux à avoir vu l'animé, l'avoir beaucoup attendu, et en fait, je crois que la série marche pas très bien, en tout cas peut-être pas autant que ce que j'ai pu entendre avant sa sortie sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai l'impression que ouais, ça a pas... Ouais, moi j'ai vu l'animé sans avoir été transcendée, c'était un bon souvenir. Et puis j'ai lu le manga, j'ai lu les 4 premiers tomes. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien dans le sens où c'était addictif et où l'aspect compétition, dépassement de soi, etc. était très bien maîtrisé, mais en restant très académique et très classique. Et malheureusement, moi, ce qui manque, c'est le développement des personnages et le fait qu'ils soient vraiment hyper attachants et qu'ils aient un peu une vie en dehors du sport, ou alors que leur développement soit inclus dans la pratique. Alors évidemment, il y a ça parce que ça reste un shonen de sport, mais puis bon, sans parler des propos misogynes et tout, qui honnêtement sont quand même très, très récurrents dans le manga, qui peuvent vraiment faire sortir de la lecture. Moi, j'avoue que voilà, j'ai bien aimé ma lecture des 4 tomes, mais est-ce que j'ai envie de m'investir sur la longueur ? C'est ça, en fait, c'est vraiment ça. C'est sympa, mais voilà quoi.
Et tu vois, par exemple, j'ai préféré le chant des souliers rouges dans le genre danse, tu vois, truc un peu niche, avec un personnage masculin qui danse, tu vois. C'est pas du tout traité de la même façon, donc là c'est bien traité, voilà. Ça marche toujours seinen, je crois. Seinen, ok. Voilà, donc parfois ils font des trucs bien. Je pense qu'on peut le mettre dans bien pour du shonen ou dans mai. Finalement, il y en a rien en Burk. En même temps, je pense que les trucs vraiment mauvais, on les a pas lus. On est pas si bah, quand même, on s'inflige pas. Enfin. Puis je pense que les trucs vraiment mauvais, il y a moins de choses à en dire. Enfin, le but, c'est pas non plus de bâcher un manga pour le bâcher. Donc, c'est toi qui décides, bien pour du shonen ou mai. Bah, j'aurais dit mai. Hein. Ouais, allez. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, non, mais c'est vrai, quand je vois les œuvres qu'on a mis dedans, c'est pas non plus des trucs mauvais, tu vois. Donc, c'est efficace dans son registre. Après, de la dire que c'est bien et que c'est révolutionnaire, sûrement pas. Bah ouais, en fait, c'est révolutionnaire par sa thématique, c'est-à-dire qu'on a un personnage masculin qui se retrouve à faire un sport plutôt genré, féminin, mais en soi, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, je suis sûre qu'il y a plein d'autres mangas qui ont cette idée d'inversion des codes classiques et. Ah, c'est le koto, je me souviens. Rien que justement par rapport au koto, effectivement, c'est un truc plutôt de filles en kimono qui font. Et là, en fait, d'ailleurs, c'est une espèce de racaille qui s'y met. Enfin bref. Donc. On arrive au bout. Quelle efficacité. Incroyable. Est-ce qu'il y a des shonen, des choses que tu as à dire? Bah franchement, on est un. Yumi Tamurachi, alors on n'a pas que c'était grand monde dans le club. Non, c'est vrai. Après, dans Prétendant au trône, il y a des choses très bien. En soi, en fonction de... Non, je suis plutôt d'accord. Hein. Ouais. Non, je trouve que c'est plutôt solide comme tier list. Ça reflète bien nos goûts. Notre parcours de lectrice aussi, dans la façon dont on a gagné en maturité. Ouais. Et un disclaimer qu'on n'a pas fait au début, mais je pense qu'il est important, c'est que je vois déjà des gens venir, non mais du shonen, du shoujo, nanana. On s'est vraiment basé sur, encore une fois, le magazine de prépublication dans lesquels les œuvres ont été prépubliées, qu'on allait voir sur Notiljon, donc peut-être qu'il y a des erreurs. C'est possible qu'il y ait une erreur, voilà. Mais en théorie, on est quand même allé voir par rapport à ce critère-là, et uniquement ce critère-là. Voilà, donc je tiens à replacer les bases et les définitions. Voilà. Bon, bah c'est fini, j'ai envie de parler encore. Mais bon, apparemment, la vidéo va déjà va être longue. Je sens que je vais m'amuser à couper un paquet de trucs. Mais dites-nous si vous aimez bien le format des tier lists, parce qu'en vrai, il y a plein d'autres choses à faire. Et initialement, on aurait bien aimé faire une tier list aussi des shoujo par décennie. Oui, comme ça. T'aurais bien aimé. Oui, c'est vrai. Je sens que ça aurait été vaste. Mais ouais, bon, je pense que ça plaît. Enfin, je sais pas. Ouais, bah vous allez nous dire ça. Bon, allez, au revoir. Salut tout le monde, à la prochaine.